Madame, je vous demande de vider vos poches et de vous éloigner de mon bureau immédiatement. La voix du directeur de banque Gerald Whitman transperça la Midwest Trust Bank comme une lame. Il se leva brusquement, sa chaise raclant le sol de marbre, pointant un doigt accusateur vers la femme noire assise en face de lui. Chaque client dans le hall se figea. La femme portait un jean délavé et un simple sweat à capuche, sans maquillage, sans bijoux. Les yeux de Gerald la balayèrent d'un air dédaigneux avant qu'il ne saisisse du désinfectant pour les mains dans le tiroir de son bureau. Les gens comme vous n'entrent pas dans des banques comme celle-ci pour demander des millions, ricana-t-il, projetant du désinfectant dans ses paumes avec un dégoût théâtral. Les caméras de sécurité enregistrent tout, alors n'essayez rien de stupide. Il s'essuya les mains lentement, délibérément, sans jamais rompre le contact visuel avec le docteur Amelia Richardson. Avez-vous déjà été témoin de la dégradation publique d'une personne pour découvrir ensuite qu'elle détenait un pouvoir terrifiant? L'horloge numérique au-dessus des guichets affichait 14h47. Heure de fermeture de l'agence, 73 minutes. Gerald Whitman avait passé une journée parfaite jusqu'à ce qu'elle entre. 23 ans à la tête de cette agence, et il avait développé un sixième sens pour les fauteurs de troubles. La façon dont elle s'était approchée de son bureau sans rendez-vous, serrant une chemise cartonnée comme si elle contenait un trésor au lieu de simples documents d'aide alimentaire. Laissez-moi deviner, continua Gerald, sa voix portant jusqu'à la douzaine de clients dispersés dans le hall. Vous êtes ici pour cette demande de prêt commercial que vous avez soumise en ligne? 2,3 millions de dollars? Il gloussa, secouant la tête. Avez-vous une idée du type de garantie que cela exige? Le téléphone du docteur Amelia Richardson vibra sur le bureau. L'identification de l'appelant s'afficha brièvement, US Treasury Département. Directeur Chen, département du Trésor des États-Unis, directeur Chen. Elle déclina l'appel sans jeter un coup d'œil, son attention entièrement concentrée sur la performance de Gerald. Monsieur, peut-être pourrions-nous discuter de cela en privé, dit-elle calmement. Oh, je pense que la transparence est importante dans le secteur bancaire, répondit Gerald assez fort pour que la femme blanche âgée assise au bureau voisin l'entende clairement. Madame Patterson, une cliente de longue date, semblait visiblement mal à l'aise, mais resta silencieuse. Près du distributeur automatique, Zoé Chen, 17 ans, tenait son téléphone fermement, retransmettant en direct à ses 200 abonnés. Le nombre de spectateurs augmentait régulièrement, 347, 521, 698. Les commentaires inondaient l'écran plus vite qu'elle ne pouvait les lire. Est-ce que c'est vraiment en train de se passer? Quelqu'un appelle les infos. Obtenez son nom et son numéro de badge. Maria Gonzalez, une guichetière de 24 ans derrière une vitre par balle, observait la scène se dérouler avec une horreur croissante. Elle travaillait ici depuis 18 mois, envoyant de l'argent à sa famille au Salvador. Parler signifiait risquer son emploi. Rester silencieux signifiait assister à une injustice à 1 mètre de distance. Gerald ouvrit la demande de prêt d'Amelia avec une cérémonie exagérée. Il est écrit ici que vous voulez ouvrir un fonds de développement communautaire. Investir dans des entreprises appartenant à des minorités. Il leva les yeux avec une fausse préoccupation. C'est très ambitieux, mais les banques traitent de la réalité, pas des cas de charité. Le gardien de sécurité David Torres se déplaça près de l'entrée. Quelque chose chez la femme lui semblait familier, mais il ne parvenait pas à identifier quoi. La façon dont elle se tenait, calme, autoritaire, comme quelqu'un habitué à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce. Sa posture ne changea jamais malgré les simagrées croissantes de Gerald. Ces gens visent toujours trop haut, marmonna Gerald à son directeur adjoint assez fort pour que tout le monde entende. On dirait qu'il regarde trop la télé et pense que le succès arrive tout seul. Le porte-document en cuir noir d'Amelia reposait sur ses genoux. À l'intérieur, à peine visible à travers la fermeture éclair partiellement ouverte, se trouvait ce qui semblait être une carte American Express Centurion, la mythique carte noire qui exigeait de dépenser 250 000 $ par an juste pour être éligible. La diffusion en direct atteignit 1200 spectateurs. Zoé ajusta son angle pour capturer les gestes de plus en plus animés de Gerald. « Madame, j'essaie de vous épargner de l'embarras », continua Gerald. Les fonds de développement communautaire nécessitent un soutien financier considérable, des antécédents avérés, des liens avec des institutions établies. Il fit un geste vers le hall de marbre. Ce n'est pas le genre d'endroit où les gens arrivent de la rue avec de grands rêves. Madame Patterson finit par parler.
Excusez-moi, mais est-ce vraiment nécessaire? Ne pouvez-vous pas discuter de sa demande en privé? Gérald se tourna vers la femme âgée avec une patience exercée. Madame Patterson, j'apprécie votre préoccupation, mais nous avons des protocoles pour protéger nos clients légitimes contre des situations de fraude potentielle. Le mot « fraude » se répandit dans le hall comme une décharge électrique. D'autres clients commencèrent à sortir leur téléphone. Le nombre de spectateurs en direct passa à 2100. Le téléphone d'Amelia vibra de nouveau. Cette fois, l'identification de l'appelant indiquait FBI Special Agent Williams, agent spécial du FBI Williams. Encore une fois, elle déclina sans regarder. « Monsieur, dit-elle, sa voix restant calme. Je crois qu'il y a eu un malentendu concernant mes qualifications. » « Oh, je comprends parfaitement, répondit Gérald. Vous avez rempli une demande en ligne. Vous avez probablement entendu parler d'un programme gouvernemental qui oblige les banques à prêter de l'argent à des gens qui ne peuvent pas le rembourser et vous vous êtes dit que vous tenteriez votre chance. » Il se leva, sa silhouette de 1m88 dominant sa position assise. Le fait est que nous vérifions réellement les informations ici. Nous vérifions les références. Nous regardons de vrais relevés bancaires, pas les impressions que vous avez apportées dans ce dossier. David Torres fit un pas de plus. Ses 15 ans dans la sécurité lui avaient appris à reconnaître quand les situations étaient sur le point de dégénérer. Le calme de la femme était remarquable, presque surnaturel. La plupart des gens crieraient à présent, ou pleuraient, ou partiraient en trombe. Elle était assise comme quelqu'un attendant un vol retardé, légèrement incommodée, mais pas particulièrement inquiète. « Je pense, » annonça Gérald à tout le hall, « que nous devons impliquer les autorités. Nous avons eu plusieurs incidents récemment avec des personnes tentant d'utiliser de faux documents pour des demandes de prêts importantes. » La diffusion en direct explosa de commentaires. Nombre de spectateurs, 3847. Appelez la police contre lui. Nous sommes en 2024, pas en 1924. Doxer ce raciste. Zoé chuchota dans son téléphone. Les amis, ça devient fou. Le directeur appelle littéralement la police pour cette femme parce qu'elle a demandé un prêt commercial. Maria Gonzalez observait la réaction d'Amelia à travers la vitre pare-balles. Toujours aucune émotion, aucune colère, aucune peur, juste de la patience, comme quelqu'un qui savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Gérald tendit la main vers son téléphone de bureau. « J'appelle le 911. Nous avons des protocoles pour les activités suspectes. » « Monsieur, » dit Amelia calmement. « Êtes-vous certain que ce soit votre meilleure option ?» Quelque chose dans son ton fit hésiter Gérald, sa main planant au-dessus du récepteur. Pendant une fraction de seconde, le doute vacilla sur son visage. Puis son arrogance revint. « Madame, je fais cela depuis 23 ans. Je sais exactement à qui j'ai affaire. » Il décrocha le téléphone et commença à composer. L'horloge numérique affichait 15h15. Fermeture de l'agence, 45 minutes. L'appel de Gérald au 911 avait été bref et théâtral. Midwest Trust Bank, 455 Commerce Street. Nous avons un individu suspect tentant une fraude financière. Femme noire, environ 40 ans, refuse de quitter les lieux après un refus de prêt. Le docteur Amelia Richardson écouta chaque mot sans ciller. Ses yeux sombres suivaient les mouvements de Gérald alors qu'il raccrochait, visiblement satisfait de sa performance. « Les agents seront là dans 10 minutes, annonça-t-il au hall. Madame, je vous suggère fortement de rassembler vos affaires et de partir volontairement avant que cela ne devienne une affaire criminelle. » La diffusion en direct avait explosé. Le nombre de spectateurs de Zoé Chen atteignit 8200, les commentaires défilant si vite qu'ils se fondaient. Elle avait lancé un deuxième hashtag, Midwest Trust Racisme. Les comptes Twitter locaux partageaient déjà des extraits. Ce directeur est fou. Quelqu'un appelle les infos de la chaîne 7. Où est cette banque? Il faut la boycotter? À 3 pâtés de maison, la journaliste de la chaîne 7, Jessica Park, reçut l'information de son directeur de l'information. Incident de discrimination possible à Midwest Trust, Commerce Street. Vidéo virale en pleine expansion. Allez-y maintenant. De retour à la banque, Maria Gonzalez avait pris une décision. Elle s'approcha de son superviseur, le directeur adjoint Kevin Walsh, qui observait la scène depuis derrière le comptoir des guichets. « Kevin,
ce n'est pas bien, chuchota TL. La femme n'a rien fait de mal. Elle a juste demandé un prêt. Kevin, un jeune homme nerveux de 28 ans promu au-delà de ses compétences, secoua la tête rapidement. Maria, Gérald sait ce qu'il fait. Nous n'interférons pas avec les décisions de la direction. Mais que se passe-t-il si une entreprise le découvre? Et si cela devient viral? Ça n'arrivera pas, dit Kevin, bien que sa voix manquât de conviction. Gérald est ici depuis plus longtemps que nous deux réunis. Madame Patterson en avait assez entendu. À 73 ans, elle était cliente de Midwest Trust depuis 41 ans, y gardant des comptes de retraite substantiels qui rendaient ses opinions précieuses pour la direction. Elle se leva de son bureau, son sac à main de créateur serré fermement. « Excusez-moi, jeune homme », appela T.L. Gérald. « Je suis Madame Elizabeth Patterson, numéro de compte 4471 à 9923. Je suis cliente ici depuis 1983. » L'attitude de Gérald changea instantanément. Madame Patterson représentait le genre de cliente qui faisait briller ses évaluations de performance, riche, établie, connectée à la structure de pouvoir de la communauté. Madame Patterson, bien sûr. Comment puis-je vous aider? Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous traitez cette femme comme une criminelle pour avoir demandé un prêt commercial? Le défi resta suspendu dans l'air. Gérald sentit le poids de plusieurs caméras de téléphone braquées sur lui, le public en direct qui approchait maintenant les 12 000 spectateurs, et le regard d'acier de Madame Patterson. Madame, avec tout le respect que je vous dois, nous avons des protocoles de sécurité. Des protocoles de sécurité pourquoi? Elle est assise tranquillement à votre bureau avec des documents. Le docteur Amelia Richardson parla pour la première fois depuis plusieurs minutes. Madame Patterson, j'apprécie votre soutien, mais je peux gérer cette situation. Quelque chose dans son ton fit David Torres se rapprocher. 28 ans de travail dans la sécurité militaire, entreprise, contrats fédéraux l'avaient formé à reconnaître l'autorité. La façon dont elle dit « je peux gérer cela » n'était pas défensive ou pleine d'espoir. C'était factuel, comme quelqu'un déclarant qu'il pouvait porter ses propres bagages. Gérald sentit l'ambiance changer. La diffusion en direct, l'intervention de Madame Patterson et la foule grandissante de curieux créaient une pression qu'il n'avait pas anticipée. Il était temps de reprendre le contrôle. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il à voix haute. « Je comprends que cela semble inconfortable, mais nous avons la responsabilité de protéger les clients légitimes contre les stratagèmes de fraude potentiels. Cette personne a soumis une demande de près de 2,3 millions de dollars avec une documentation insuffisante. » Amelia ouvrit son porte-documents en cuir noir. « Monsieur Whitman, vous n'avez pas réellement examiné ma documentation. J'en ai assez vu pour savoir. Vous avez jeté un coup d'œil à la première page de ma demande et avez fait des suppositions basées sur mon apparence. » L'accusation atterrit comme un coup physique. Le visage de Gérald devint rouge. Dans le hall, les clients se penchèrent en avant. Zoé ajusta l'angle de son téléphone pour capturer sa réaction. « Madame, c'est totalement faux. J'examine chaque demande avec les mêmes normes professionnelles. Alors examinez la mienne. » La simplicité de son défi créa une situation impossible. Si Gérald refusait, il semblerait préjugé devant les caméras. S'il acceptait, il devrait admettre qu'il avait fait un numéro pour le public plutôt que de faire son travail. « Bien, dit-il à travers ses dents serrées. Mais quand la police arrivera et trouvera des écarts dans vos documents, ne me reprochez pas de suivre le protocole. » Amelia plaça un épais dossier sur son bureau. « Prenez votre temps, s'il vous plaît. » Gérald ouvrit le dossier avec un scepticisme élaboré, s'attendant à trouver des plans d'affaires amateurs et des projections financières gonflées. Au lieu de cela, il découvrit une documentation qui lui coupa le souffle. Une vérification d'emploi fédéral du département du Trésor des États-Unis, des relevés de portefeuille d'investissement montrant des actifs liquides dépassant 4,2 millions de dollars, des rapports de crédit d'entreprise avec des notations AA des 3 agences, des lettres de recommandation de 2 présidents de la Banque de la Réserve fédérale et d'un sénateur américain. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tournait les pages. Ce n'était pas possible. Des personnes avec ce niveau d'accréditation financière n'entraient pas dans des succursales bancaires de banlieue vêtues de sweats à capuche et de jeans. Elles avaient des banquiers privés. Elles menaient leurs affaires dans des bureaux aux lambris d'acajou du centre-ville. Il doit y avoir une erreur, marmonna-t-il.
Quel genre d'erreur? Demanda Amelia calmement. L'esprit de Gérald s'emballa. La documentation semblait légitime, mais ses 23 ans d'expérience lui disaient que c'était faux. Les individus à valeur nette élevée avaient un certain look, une certaine présentation. Ils conduisaient des voitures de luxe et portaient des vêtements chers. Ils ne restaient pas patiemment assis en étant insultés. Son téléphone sonna. L'identification de l'appelant affichait sa pire crainte, la directrice régionale Sandra Blake. « Gérald, qu'est-ce qui se passe dans votre agence ?» La voix de Sandra était aiguë de panique. « Mon téléphone explose d'appels concernant un incident raciste. Il y a une diffusion en direct avec 15 000 spectateurs qui vous montrent en train d'appeler la police pour une cliente. » Gérald s'éloigna de son bureau, baissant la voix. « Sandra, j'ai la situation sous contrôle. Cas de fraude potentielle. J'ai appelé les autorités par précaution. Gérald, la direction reçoit des dizaines d'appels. Le hashtag Midwest Trust Racisme est en tendance locale. Réparez ça immédiatement. » Je m'en occupe, dit Gérald, mais Sandra avait déjà raccroché. Il revint trouver Amelia examinant ses propres documents comme si elle vérifiait leur exactitude. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois affichant FBI spécial agent Williams pour la 3e fois. Encore une fois, elle déclina l'appel. « Madame, dit Gérald, sa voix moins confiante qu'avant. Ces documents devront être vérifiés par les voies appropriées. » Bien sûr, acquiesça-t-elle. Dois-je appeler directement le secrétaire au Trésor Chen, ou préférez-vous passer par les procédures de vérification normales? La bouche de Gérald s'assécha. Le secrétaire au Trésor Chen n'était pas quelqu'un que les directeurs d'agence contactaient par hasard pour la vérification de documents. La façon décontractée dont elle mentionnait son nom suggérait une familiarité qui devrait être impossible. Cela ne sera pas nécessaire. Laissez-moi juste. La porte d'entrée de la banque sonna. 2 policiers entrèrent, leur présence captant immédiatement l'attention du hall. L'agent Martinez, un vétéran de 10 ans, et l'agent Johnson, plus jeune dans la force, s'approchèrent du bureau de Gérald. « Nous avons reçu un appel concernant une situation de fraude possible ?» demanda l'agent Martinez. Gérald réalisa soudain qu'il était sur le point d'accuser de fraude quelqu'un ayant apparemment des connexions fédérales légitimes, devant 15 000 spectateurs en direct, de multiples caméras de téléphone et 2 policiers. Pour la première fois depuis le début, le docteur Amelia Richardson sourit. L'horloge numérique affichait 15h28. 2 policiers se tenaient dans le hall de marbre tandis que 16 400 personnes regardaient via la diffusion en direct. L'agent Martinez, un vétéran aux yeux bienveillants, s'approcha du bureau de Gérald avec une prudence exercée. « Monsieur, vous avez signalé une situation de fraude. » La confiance de Gérald vacilla alors qu'il désignait le docteur Amelia Richardson. Cette personne a soumis une demande de prêt avec une documentation douteuse. Quand j'ai essayé de discuter des procédures appropriées, elle est devenue non coopérative. Non coopérative? Comment? Demanda l'agent Johnson, notant la posture calme de la femme et la pile de papiers d'allure officielle sur le bureau. Elle a insisté pour que sa demande soit examinée malgré des disparités évidentes. L'agent Martinez haussa un sourcil. Elle voulait que sa demande de prêt soit examinée. C'est pourquoi vous avez appelé la police? Les commentaires en direct explosèrent de sarcasme et d'indignation. Zoé Chen dut redémarrer sa diffusion 2 fois car le nombre de spectateurs planta la plateforme. Il a appelé les flics parce qu'elle voulait que son prêt soit examiné. Cet homme doit être licencié immédiatement. Quelqu'un obtienne le nom de ce directeur. Le docteur Richardson se leva lentement, ses mouvements délibérés et contrôlés. Messieurs les agents, je crois qu'il y a eu un sérieux malentendu. Elle tendit la main dans son porte-document en cuir noir et en retira un porte-carte en cuir. Quand elle l'ouvrit, l'expression de l'agent Martinez changea instantanément. Accréditation fédérale, dit-elle simplement. Dr Amelia Richardson, responsable principale de la conformité, Banque de la Réserve fédérale de Chicago, numéro de badge FR 2847. Le silence dans la banque fut absolu. La bouche de Gérald s'ouvrit et se referma sans un bruit. Madame Patterson halta audiblement. David Torres se redressa inconsciemment au garde-à-vous, sa formation militaire reconnaissant l'autorité fédérale. L'agent Martinez examina attentivement les accréditations.
Les vrais badges fédéraux avaient des caractéristiques de sécurité spécifiques, des sceaux holographiques, des numéros de série uniques, un papier spécial qui était différent des contrefaçons. Ceux-ci étaient authentiques. Madame, dit l'agent Martinez, sont-on passant à une formalité respectueuse? Je m'excuse pour toute confusion. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes ici? Je mène une enquête de conformité inopinée suite à des plaintes de discrimination déposées contre cette agence. Sa voix portait l'autorité tranquille de quelqu'un habitué à être la personne la plus puissante dans n'importe quelle pièce. Monsieur Whitman est sous observation fédérale depuis environ 41 minutes. Les jambes de Gérald manquèrent de le lâcher. Observation fédérale. 17 plaintes de discrimination ont été déposées contre cette agence au cours des 8 derniers mois. La Réserve fédérale prend de telles allégations au sérieux, particulièrement lorsqu'elles suggèrent des violations systématiques de l'Equal Credit Opportunity Act. Elle se tourna vers Gérald avec un calme professionnel. Chaque interaction que nous avons eue a été enregistrée à des fins d'enquête fédérale. Le visage de Gérald était dépourvu de couleur. Enregistré. Le docteur Richardson ouvrit davantage son porte-document, révélant un petit appareil d'enregistrement numérique avec une lumière rouge clignotant régulièrement. Les responsables de la conformité fédérale sont autorisés à recueillir des preuves lors des enquêtes sur la discrimination. Cet appareil a capturé 43 minutes de notre conversation. Elle sortit un deuxième appareil, un appareil photo numérique sophistiqué avec un téléobjectif. La documentation visuelle a également été une procédure standard. Chaque geste, chaque expression faciale, chaque réaction de témoin. L'agent Johnson siffla doucement. Monsieur, vous avez appelé le FBI pour un enquêteur de la Réserve fédérale. Je ne savais pas. Elle ne s'est pas identifiée. Monsieur Whitman, l'interrompit doucement le docteur Richardson. Les enquêteurs fédéraux ne sont pas tenus d'annoncer leur présence lors des audits de conformité. Cela irait à l'encontre du but de l'enquête sur les comportements authentiques. Maria Gonzalez regardait à travers la vitre par balle, le cœur battant. Elle avait déjà été témoin de discrimination, mais n'avait jamais vu cela documenté par les autorités fédérales en temps réel. Madame Patterson prit la parole dans un silence stupéfait. Mademoiselle, voulez-vous dire que cette banque a fait preuve de discrimination envers les clients? L'enquête est en cours, répondit le docteur Richardson diplomatiquement. Cependant, les données préliminaires suggèrent des schémas préoccupants. Cette agence affiche un taux de refus de près de 67% pour les demandeurs noirs, contre 12% pour les demandeurs blancs ayant des qualifications similaires. Elle ouvrit une autre section de son porte-document révélant des rapports statistiques détaillés. Au cours des 18 derniers mois, cette agence a refusé 847 demandes de prêt de la part de demandeurs issus de minorités tout en approuvant 923 demandes de la part de demandeurs blancs avec des scores de crédit identiques ou inférieurs. Le nombre de spectateurs en direct atteignit 22 000. Les commentaires affluaient plus vite que l'œil humain ne pouvait les suivre. Elle est de la Réserve fédérale. Ce directeur est tellement viré. Opération d'infiltration gouvernementale en direct. Kevin Walsh, le directeur adjoint, observait depuis derrière le comptoir des guichets avec une horreur grandissante. Il s'approcha du docteur Richardson hésitamment. « Madame, je suis Kevin Walsh, directeur adjoint. Je veux déclarer officiellement que je n'étais pas d'accord avec l'approche de M. Whitman. Je pensais qu'il était peu professionnel. » Les yeux du docteur Richardson rencontrèrent les siens avec fermeté. « Monsieur Walsh, notre enquête couvre tout le personnel de direction. Vos actions au cours des 43 dernières minutes ont été documentées. Êtes-vous intervenu lorsque vous avez remarqué un comportement discriminatoire? » Le visage de Kevin pâlit. Eh bien, Gérald est mon superviseur. Je vois. Donc, vous avez été témoin de potentielles violations des droits civiques mais avez choisi de ne pas agir en raison de la hiérarchie au travail. La question resta suspendue dans l'air comme une lame. Kevin réalisa qu'il pourrait être aussi complice que Gérald. Le téléphone de Gérald sonna. L'identification de l'appelant affichait son pire cauchemar, le président de la banque, Robert Shen. « Prenez-le », suggéra le docteur Richardson. Il regarde probablement la diffusion en direct. Les mains de Gérald tremblèrent alors qu'il répondait. « Monsieur Shen, je peux expliquer. »« Gérald, qu'avez-vous fait ?
La voix du président Chen était assez forte pour que tout le monde l'entende. Avez-vous une idée à qui vous avez affaire? Monsieur, elle ne s'est pas identifiée comme. Le docteur Richardson aurait pu fermer toute cette agence d'un simple coup de fil. Elle a une autorité directe du Conseil de la Réserve fédérale. Vous venez de commettre exactement le genre de discrimination qu'elle était venue enquêter. Le téléphone resta silencieux pendant plusieurs secondes. Combien de personnes regardent ce désastre? Gérald regarda l'écran du téléphone de Zoé. 22 000, monsieur. 22 000. Gérald, vous avez créé un scandale bancaire national. Passez le docteur Richardson immédiatement. Gérald tendit le téléphone d'une main tremblante. Le docteur Richardson l'accepta avec une courtoisie professionnelle. Président Chen, ici le docteur Richardson. Docteur Richardson, je suis mortellement embarrassé. Veuillez accepter mes plus profondes excuses pour la conduite de cet employé. Comment pouvons-nous remédier à cette situation? Nous discuterons de la remédiation une fois mon enquête terminée. Cependant, je dois mentionner que cette interaction a été vue par environ 22 000 personnes via la diffusion en direct, avec des extraits partagés sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Plus de silence au bout du fil. Devons-nous envisager des pénalités fédérales? L'Equal Credit Opportunity Act prévoit des amendes allant de 50 000 à 300 000 $ par violation documentée. L'interaction d'aujourd'hui constitue à elle seule de multiples violations. L'enquête plus large suggère des problèmes systématiques qui pourraient entraîner des renvois criminels. Le docteur Richardson sortit son téléphone et montra l'écran à l'agent Martinez. Je dois également mentionner que j'ai été en contact avec la division des crimes financiers du FBI tout au long de cette enquête. L'agent Martinez s'avança. Docteur Richardson, avez-vous besoin d'aide pour votre enquête fédérale? Merci, agent Martinez. En fait, oui. Elle se tourna vers Gérald avec un calme dévastateur. Monsieur Whitman a appelé le FBI, prétendant que je commettais une fraude. Peut-être pourriez-vous contacter l'agent Williams et lui faire savoir que la situation est résolue. L'agent Williams? Demanda l'agent Johnson. L'agent spécial Marcus Williams, division des crimes financiers. Il attendait mon appel. Elle leur montra son téléphone, révélant des appels manqués de l'agent spécial du FBI Williams au cours de leur précédente. L'agent Martinez comprit immédiatement. Vous avez été en contact avec les enquêteurs fédéraux tout ce temps. L'agent Williams suivait cette enquête de conformité. Lorsque M. Whitman a appelé le 911, les protocoles fédéraux exigeaient que l'agent Williams réponde. Il est actuellement à 3 minutes. Gérald s'affala sur sa chaise alors que toute l'ampleur de son erreur devenait claire. Il avait appelé le FBI pour faire arrêter un enquêteur fédéral qui travaillait déjà avec le FBI sur une affaire de discrimination contre sa banque. David Torres s'approcha du bureau du docteur Richardson. Madame, je dois m'excuser. J'ai reconnu quelque chose de familier chez vous, mais je n'arrivais pas à le situer. J'aurais dû réaliser que vous étiez des forces de l'ordre. Monsieur Torres, vos antécédents militaires sont notés dans notre dossier. Ancien MP de l'armée, n'est-ce pas? Oui, madame. 12 ans. Votre retenue pendant cette situation a été professionnelle. Contrairement à d'autres personnes présentes, vous n'avez pas participé à des comportements discriminatoires. La distinction n'échappa ni à Gérald ni à Kevin. Le docteur Richardson s'adressa à tout le hall. Mesdames et messieurs, je tiens à clarifier la portée de ce dont vous avez été témoins. Il ne s'agissait pas simplement d'un service client impoli. En vertu de la loi bancaire fédérale, ce qui s'est passé ici constitue de multiples violations de la législation sur les droits civiques. Elle énuméra sur ses doigts, pratique de prêts discriminatoires, violation de l'Equal Credit Opportunity Act, violation potentielle des droits civiques en vertu du titre 8 du Civil Rights Act, dépôt de fausses plaintes policières concernant des enquêteurs fédéraux. La porte d'entrée sonna de nouveau. Un homme noir grand et en costume sombre entra, se déplaçant avec la démarche confiante des forces de l'ordre fédéral. Ses yeux balayèrent le hall, observant les enregistrements téléphoniques, les policiers et la foule de clients. L'agent spécial Marcus Williams s'approcha de la position du docteur Richardson. Quand il l'atteignit, il se redressa et fit un salut sec. Docteur Richardson, Madame, agent Williams, division des crimes financiers. Je m'excuse pour le retard de ma réponse.
22 000 spectateurs en direct virent un agent fédéral saluer la femme que Gérald avait tenté d'humilier. La carrière de Gérald prit fin à ce moment-là. L'agent Williams se tourna vers les policiers. Messieurs les agents, merci d'être intervenus. Il s'agit d'une enquête fédérale de conformité. Le docteur Richardson a pleine autorité ici. Il fit directement face à Gérald. Monsieur, êtes-vous le directeur qui a appelé le FBI, prétendant que le docteur Richardson commettait une fraude? Gérald ne put former de mots car le dépôt de fausses déclarations concernant des enquêteurs fédéraux constitue une entrave à la justice en vertu du titre 18, section 1505 du Code pénal américain. C'est un crime fédéral passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Le chat en direct explosa d'émojis de feu et de réactions de visage choqués. Zoé Chen chuchota dans son téléphone. Les amis, ce directeur pourrait bien se faire arrêter par le FBI. Le docteur Richardson leva la main diplomatiquement. Agent Williams, Monsieur Whitman ignorait mon statut fédéral. Cependant, son comportement au cours de cette enquête a été minutieusement documenté. Elle s'adressa directement à Gérald pour la première fois depuis qu'elle avait révélé son identité. Monsieur Whitman, vous avez fait plusieurs déclarations concernant des personnes comme moi et mon type de situation financière. Vous avez suggéré que je serais plus à l'aise dans un magasin d'encaissement de chèques. Vous avez appelé la police lorsque j'ai demandé l'examen de ma demande de prêt. Ce comportement s'est produit alors que je présentais des accréditations d'emploi fédéral légitimes et des documents montrant des actifs liquides dépassant 4 millions de dollars. La bouche de Gérald bougea sans un bruit. Vos actions d'aujourd'hui ont été vues par des milliers de personnes et documentées avec un équipement d'enregistrement de niveau fédéral. Ces preuves seront soumises au Conseil de la Réserve fédérale, à la division des droits civiques du département de la justice et au bureau du contrôleur de la monnaie. Madame Patterson prit la parole dans un silence stupéfait. Docteur Richardson, qu'arrive-t-il aux clients qui ont été victimes de discrimination auparavant? Excellente question. La Réserve fédérale exigera de cette banque qu'elle examine chaque refus de prêt des 24 derniers mois. Les clients qui ont été indûment refusés recevront une reconsidération prioritaire et une compensation potentielle pour les dommages. L'agent Williams consulta son téléphone. Docteur Richardson, je dois mentionner que cette diffusion en direct a été partagée par le membre du Congrès Davis et le sénateur Washington. Il demande des briefings immédiats du Congrès sur la discrimination bancaire. L'ampleur du désastre de Gérald dépassa sa compréhension. L'attention du Congrès signifiait une couverture médiatique nationale, des audiences fédérales et un examen réglementaire qui pourrait affecter la charte fédérale de la banque. La voix du président Chen crépita à travers le téléphone de Gérald, qui était toujours posé sur le bureau. Docteur Richardson, je suis en route par hélicoptère. Heure d'arrivée estimée, 7 minutes. Veuillez ne pas prendre de décision finale avant mon arrivée. Elle décrocha le téléphone. Président Chen, les interventions d'urgence ne changeront pas les preuves documentées. Cependant, je suis prête à discuter des options de remédiation en matière de conformité. Merci. Gérald, vous êtes immédiatement suspendu. La sécurité vous escortera hors du bâtiment. Gérald retrouva enfin sa voix. Monsieur, je protégeais les intérêts de la banque. Vous venez de coûter des millions à cette banque en amende réglementaire et de créer un scandale national. Vous êtes licencié avec motif, avec effet immédiat. Kevin, vous êtes suspendu en attendant l'enquête. Maria Gonzalez est promue directrice d'agence par intérim. La ligne se coupa. 22 000 personnes avaient vu la carrière d'un directeur de banque imploser en temps réel parce qu'il ne pouvait pas voir au-delà de la couleur de peau d'un client. Les rotors de l'hélicoptère grondèrent au-dessus à 15h52. À travers les fenêtres du sol au plafond, les clients regardèrent un avion d'affaires élégant descendre sur le parking de la banque, dispersant les feuilles d'automne et attirant les regards des équipes de presse en formation. Le président de la banque, Robert Chen, émergea dans un costume à $3 000, flanqué de 2 avocats d'entreprise et du conseiller juridique principal Sarah Kim. Son comportement habituellement posé montrait des fissures de panique alors qu'il marchait vers l'entrée, téléphone pressé contre l'oreille. Le cours de l'action est en baisse de 11% au cours de la dernière heure, disait-il. Combien de médias ont repris l'information? La diffusion en direct avait atteint 34 000 spectateurs. Midwest Trust Racisme était en tendance nationale. Des camions d'information locaux bordaient Commerce Street comme un défilé de responsabilité.
Le docteur Amelia Richardson resta assise à l'ancien bureau de Gerald, examinant sa documentation avec l'agent Williams. Son appareil d'enregistrement fédéral continuait de capter chaque son, chaque conversation, chaque tentative de gestion des dégâts par l'entreprise sur le point de se dérouler. Le président Chen franchit les portes d'entrée de la banque avec l'urgence d'un homme voyant son empire s'effondrer en temps réel. Ses yeux trouvèrent immédiatement le docteur Richardson, et sa démarche vacilla. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une haute fonctionnaire fédérale qui venait de documenter une discrimination systématique dans sa principale succursale. Docteur Richardson, dit-il, s'approchant avec le respect prudent réservé aux personnes qui pouvaient détruire des carrières d'un coup de fil. Je suis Robert Chen, président de la banque. Je ne saurais exprimer à quel point je suis profondément désolé pour cet incident. Elle se leva avec une courtoisie professionnelle. Président Chen, je crois que nous devons discuter de la conformité de votre institution avec les réglementations bancaires fédérales. Absolument. Devons-nous nous rendre dans une salle de conférence privée? Non. Cette enquête a commencé en public. Les discussions de résolution se poursuivront de la même manière. Les avocats d'entreprise de Chen échangèrent des regards inquiets. Les négociations publiques signifiaient l'incapacité de contrôler la communication ou de limiter l'exposition juridique. L'agent Williams s'avança. Président Chen, je suis l'agent spécial Williams, division des crimes financiers du FBI. Nous devons discuter des potentielles violations criminelles découlant des événements d'aujourd'hui. Violations criminelles? Le docteur Richardson ouvrit son porte-document et en retira un épais manuel de conformité fédérale. Monsieur Chen, votre employé, Gerald Whitman, a violé plusieurs sections de l'Equal Credit Opportunity Act alors qu'il était sous observation fédérale. Laissez-moi être spécifique. Elle tourna à une page marquée. La section 1002.4 interdit le traitement discriminatoire fondé sur la race. Monsieur Whitman a explicitement déclaré que les gens comme moi devraient utiliser des magasins d'encaissement de chèques au lieu de banques. Chen grimaça visiblement. La section 1002.9 exige un traitement égal dans le traitement des demandes de prêt. Monsieur Whitman a refusé d'examiner ma demande complète en fonction de mon apparence. Le public en direct vit une responsable de la conformité fédérale démanteler systématiquement la journée d'un président de banque. La section 1002.14 interdit de décourager les demandes. Monsieur Whitman a activement découragé ma demande de prêt et a suggéré que je tentais de frauder. L'avocat principal de Chen, David Park, s'avança. Docteur Richardson, peut-être pourrions-nous discuter des paramètres de règlement. Monsieur Park, ce n'est pas une affaire civile nécessitant un règlement. Ce sont des violations réglementaires fédérales nécessitant une remédiation et des renvois criminels potentiels. Elle sortit un deuxième document. Les données de prêt de votre banque montrent des schémas de discrimination systématique. Sur 18 mois, cette agence a refusé des prêts à 67% des demandeurs noirs contre 12% des demandeurs blancs avec des profils de crédit identiques. Ces chiffres, commença Chen, proviennent de vos propres rapports internes soumis trimestriellement à la Réserve fédérale. Le schéma est mathématiquement impossible sans discrimination intentionnelle. L'agent Williams consulta sa tablette. Président Chen, ces statistiques suggèrent des violations systématiques des droits civiques en vertu du titre 8, ce qui comporte des sanctions pénales, y compris l'emprisonnement pour les dirigeants de banques qui facilitent les pratiques discriminatoires. L'équipe juridique de l'entreprise se regroupa brièvement. Sarah Kim en émergea comme leur porte-parole. Docteur Richardson, quelle remédiation la Réserve fédérale exige-t-elle? Excellente question. Le docteur Richardson sortit une liste préparée. Option 1, intervention fédérale immédiate. Nous gelons vos actifs, lançons des enquêtes criminelles et renvoyons cette affaire à la division des droits civiques du département de la justice. Le visage de Chen devint blanc. Option 2, restructuration complète de la conformité sous surveillance fédérale. Cela inclut des exigences spécifiques. Elle énuméra systématiquement, premièrement, licenciement immédiat de tout le personnel impliqué dans les pratiques discriminatoires. Monsieur Whitman et le directeur adjoint Walsh sont bannis en permanence de l'emploi dans le secteur bancaire. Kevin Walsh, qui regardait depuis le guichet, s'affala contre le comptoir. Deuxièmement, établissement d'un fonds de développement communautaire de 5 millions de dollars spécifiquement pour les prêts aux entreprises minoritaires administrés par une surveillance indépendante. Les avocats de Chen griffonnaient frénétiquement des notes. Troisièmement,
Formation obligatoire sur les préjugés pour tous les employés, menée par des entrepreneurs fédéraux avec des exigences de tests trimestriels. L'échec entraîne un licenciement immédiat. Madame Patterson, qui continuait d'enregistrer avec son téléphone, acquiesça d'un signe de tête approbateur. Quatrièmement, installation de logiciels de surveillance de la discrimination en temps réel qui signalent les incidents potentiels de préjugés et rapportent directement aux régulateurs fédéraux. Cinquièmement, audit communautaire trimestriel mené par des organisations indépendantes de défense des droits civiques avec des résultats publiés publiquement. L'étendue de la surveillance fédérale était stupéfiante. Shen réalisa que sa banque fonctionnerait sous un examen microscopique pendant des années. Sixièmement, examen immédiat de chaque refus de près des 24 derniers mois. Les clients qui ont été indûment refusés recevront une reconsidération prioritaire et une compensation pour les dommages. L'agent Williams ajouta, Président Shen, ces exigences sont non négociables. Le docteur Richardson a des preuves documentées de discrimination systématique. L'alternative est une poursuite pénale et la perte potentielle de votre charte bancaire fédérale. Shen comprit les mathématiques de la survie. Combattre les régulateurs fédéraux signifiait une destruction certaine. La conformité signifiait une humiliation coûteuse, mais une existence continue. Docteur Richardson, nous acceptons vos exigences de remédiation. Excellent. Cependant, la mise en œuvre commence immédiatement. Elle se tourna vers Maria Gonzalez, qui se tenait toujours derrière le comptoir des guichets. Mademoiselle Gonzalez, veuillez vous avancer. Maria s'approcha nerveusement. Mademoiselle Gonzalez, vous êtes promue directrice d'agence, avec effet immédiat. Votre première responsabilité est la mise en œuvre des exigences de conformité fédérale. La guichetière de 24 ans qui avait eu peur de parler une heure plus tôt dirigeait soudain l'agence où elle avait été marginalisée. Votre deuxième responsabilité est d'embaucher une équipe de direction diversifiée qui reflète les données démographiques de cette communauté. Le docteur Richardson s'adressa à tout le hall. Mesdames et messieurs, vous avez été témoins de la discrimination systématique contestée et vaincue par les voies légales. C'est ainsi que se produit le changement institutionnel, par la documentation, les preuves et l'application fédérale. Zoé Shen, dont la diffusion en direct avait déclenché cette avalanche, leva la main. Docteur Richardson, d'autres banques feront-elles face à des enquêtes similaires? Mademoiselle Shen, votre documentation d'aujourd'hui a été inestimable. La Réserve fédérale lance des audits complets de la discrimination bancaire à l'échelle nationale. Les institutions présentant des schémas de plaintes similaires recevront des visites de conformité inopinées. L'implication était claire. L'enquête d'aujourd'hui faisait partie d'une initiative fédérale plus large visant à éliminer les pratiques de prêts discriminatoires. Le téléphone de Shen sonnait constamment. Des appels de membres du conseil d'administration, d'investisseurs et de sociétés de gestion de crise. Le cours de l'action continuait de baisser à mesure que les médias reprenaient l'histoire. Président Shen, continua le docteur Richardson, votre coopération aujourd'hui sera notée dans notre rapport fédéral. Cependant, le suivi de la conformité se poursuivra indéfiniment. Je comprends parfaitement. L'agent Williams s'avança. Président Shen, il y a une question supplémentaire. Gerald Whitman a déposé une fausse plainte policière, affirmant que le docteur Richardson commettait une fraude. Le FBI prend très au sérieux les fausses déclarations concernant des enquêteurs fédéraux. Agent Williams, Monsieur Whitman est licencié et banni du secteur bancaire. Nous coopérons pleinement à toute enquête criminelle. Le docteur Richardson referma son porte-document avec une finalité décisive. Président Shen, vous avez 72 heures pour mettre en œuvre la phase 1 de la restructuration de la conformité. Des contrôleurs fédéraux arriveront lundi matin. Nous serons prêts. Elle se tourna vers les clients rassemblés, dont beaucoup enregistraient encore avec leur téléphone. Merci à tous pour votre patience pendant cette enquête fédérale. Votre témoignage a été crucial pour assurer la responsabilité. Madame Patterson prit la parole. Docteur Richardson, comment les clients ordinaires peuvent-ils aider à prévenir la discrimination? Documentez tout. Enregistrez lorsque c'est sûr de le faire. Déposez des plaintes auprès des régulateurs fédéraux. La discrimination prospère dans l'obscurité mais dépérit sous l'examen public. L'agent Williams rassembla son équipement. Docteur Richardson, dois-je déposer le rapport fédéral? Soumettez-le dans l'heure.
Incluez toutes les preuves vidéo, les enregistrements audio et les déclarations des témoins. Elle regarda le hall de marbre une dernière fois, Maria González, qui examinait déjà les procédures de gestion, David Torres, qui se tenait plus fier de savoir qu'il avait été témoin de la justice, les clients qui avaient appris que leur voix comptait, le bureau vide où la carrière de Gerald Whitman avait pris fin. Mesdames et messieurs, le changement systématique exige à la fois le courage individuel et la responsabilité institutionnelle. Aujourd'hui, vous avez fourni le courage. La surveillance fédérale assurera la responsabilité. Les rotors de l'hélicoptère se remirent à tourner dehors. Le président Chen retournerait au siège social, faisant face à la restructuration de conformité la plus chère de l'histoire bancaire. Mais le travail du docteur Amelia Richardson était terminé. Elle avait documenté la discrimination, forcé un changement institutionnel et démontré que la compétence discrète finit par vaincre le préjugé bruyant. L'humiliation par Gerald Whitman d'une femme noire en sweat à capuche avait coûté des millions de dollars à sa banque et transformé la relation de toute une communauté avec le pouvoir institutionnel. 6 semaines plus tard, la transformation était indéniable. Maria González se tenait derrière le même comptoir de marbre où elle avait autrefois compté de l'argent en silence, portant désormais un blazer impeccable de directrice et examinant les demandes de prêt avec une autorité nouvelle. La plaque nominative sur l'ancien bureau de Gerald indiquait « Maria González, directrice d'agence », en lettres majuscules. « Madame Patterson, le prêt commercial de votre petit-fils a été approuvé », annonça-t-elle à la femme âgée qui était devenue la plus ardente défenseur de l'équité de l'agence. Taux d'intérêt de 2,1%. Exactement ce que nous avions discuté. Madame Patterson rayonna. Maria, vous avez complètement transformé cet endroit. Les changements étaient visibles partout. Des écrans numériques affichaient des mesures de diversité en temps réel, des taux d'approbation des prêts par données démographiques, des scores de satisfaction client et des notes de conformité mis à jour toutes les heures. Le système de surveillance paria que le docteur Richardson avait mandaté signalait automatiquement les préjugés potentiels, envoyant des alertes aux régulateurs fédéraux en quelques minutes. David Torres avait été promu coordinateur des relations communautaires. Sa prestance militaire était désormais canalisée pour établir la confiance avec les clients qui avaient auparavant évité la banque. Le mur de son bureau affichait des certificats de formation fédérale sur la diversité à côté de photos d'événements communautaires. Monsieur Williams, votre demande de prêt semble excellente, dit Torres à un jeune entrepreneur noir cherchant du capital de démarrage. Maria peut vous guider à travers l'approbation dans les 24 heures. Le fonds de développement communautaire de 5,2 millions de dollars avait déjà approuvé 43 prêts à des entreprises appartenant à des minorités, créant 156 nouveaux emplois dans les quartiers environnants. Les histoires de succès remplissaient les journaux locaux, la famille hondurienne ouvrant un restaurant, l'adolescent noir lançant une start-up technologique, la femme vietnamienne âgée développant son entreprise de couture. La surveillance fédérale du docteur Richardson avait révolutionné plus que les pratiques de prêt. Les scores de service client s'étaient améliorés de 340% à mesure que les employés suivaient une formation obligatoire sur les préjugés chaque trimestre. Le système de signalement anonyme enregistrait les plaintes qui étaient examinées dans les 48 heures. Le sort de Gerald Whitman servit d'avertissement à l'échelle de l'industrie. Banni en permanence du secteur bancaire, il avait pris un travail d'agent d'assurance porte-à-porte, payé un tiers de son ancien salaire. Les médias locaux le présentaient occasionnellement comme un récit édifiant sur la discrimination en milieu de travail. Kevin Walsh fit l'objet d'une enquête fédérale, mais évita les accusations criminelles en coopérant pleinement à la restructuration de la conformité. Il travaillait désormais comme représentant du service client dans une coopérative de crédit, ses ambitions de gestion définitivement déraillées. Les répercussions s'étendirent bien au-delà de la Midwest Trust Bank. L'enquête du docteur Richardson, diffusée en direct, avait déclenché des audiences du Congrès sur la discrimination bancaire. Le sénateur Washington utilisa la vidéo virale lors de témoignages en commission, forçant les agences de réglementation à auditer 847 institutions financières à l'échelle nationale. 12 autres banques avaient mis en œuvre des systèmes de surveillance identiques de manière préventive, reconnaissant que les visites de conformité fédérale étaient inévitables. L'Association des banquiers américains a émis de nouvelles directives interdisant explicitement le langage discriminatoire et exigeant une formation en temps réel sur les préjugés. Zoe Chen, dont la diffusion en direct avait déclenché l'avalanche, avait converti ses compétences en documentation en un stage de journalisme au sein de la division des affaires publiques de la Réserve fédérale. Son téléphone, qui avait enregistré le moment qui changea tout,
se trouvait désormais dans la collection des droits civiques du Smithsonian. Cela montre comment les actions individuelles peuvent créer un changement systématique, expliquait-elle aux visiteurs lors des visites guidées. Une personne qui refuse d'accepter la discrimination peut transformer des industries entières. La transformation n'était pas seulement procédurale, elle était culturelle. Les employés d'agences qui chuchotaient autrefois à propos de certains clients recrutaient désormais activement des entreprises appartenant à des minorités. Les agents de prêt célébraient les mesures de diversité aux côtés des marges bénéficiaires. Maria González avait embauché une équipe de direction reflétant les données démographiques de la communauté, une directrice adjointe somalienne, un agent de prêt latino et un directeur du service client noir. Les conversations décisionnelles incluaient désormais des perspectives qui avaient été systématiquement exclues. Les audits communautaires trimestriels mandatés par la surveillance fédérale étaient devenus des célébrations plutôt que des inspections. Les organisations indépendantes de défense des droits civiques classaient régulièrement l'agence parmi les 5% les meilleurs au niveau national pour les pratiques bancaires inclusives. Les résultats financiers dépassèrent toutes les projections. Les prêts aux entreprises minoritaires affichaient des taux de défaut plus faibles que les prêts traditionnels, générant des profits qui ont fait taire les sceptiques de l'entreprise. Le Fonds de développement communautaire était devenu un modèle répliqué par des banques dans 12 États. Le président Chen, initialement humilié par la restructuration de la conformité publique, parlait désormais lors de conférences bancaires sur la diversité comme avantage concurrentiel. L'incident viral qui menaçait sa carrière avait finalement amélioré sa réputation de leader désireux de s'attaquer aux problèmes systématiques. L'intervention du Dr Richardson a sauvé notre institution, admettait-il lors d'un entretien pour une étude de cas de la Harvard Business School. Nous pratiquions une discrimination qui était moralement répréhensible et financièrement stupide. L'enquête plus large de la Réserve fédérale avait révélé des schémas discriminatoires dans 23% des banques auditées, entraînant 847 millions de dollars d'amende et de coûts de conformité. Mais les institutions qui avaient adopté des pratiques inclusives affichaient une amélioration de la satisfaction client et une rentabilité plus élevée. Madame Patterson, désormais âgée de 74 ans, était devenue une défenseure communautaire officieuse, assistant à chaque audit trimestriel et parlant lors de conférences bancaires sur les perspectives des clients en matière de discrimination. Ce jour-là m'a appris que les gens ordinaires ont un pouvoir extraordinaire lorsqu'ils refusent d'accepter l'injustice, a-t-elle réfléchi. Le docteur Richardson nous a montré comment le courage discret vainc le préjugé bruyant. Le succès de l'agence attira l'attention d'organisations bancaires internationales étudiant les initiatives américaines en matière de diversité. Des délégations du Canada, du Royaume-Uni et d'Allemagne visitèrent l'installation, apprenant comment la surveillance fédérale pouvait éliminer les pratiques discriminatoires. Plus important encore, la transformation avait restauré la confiance de la communauté. Les clients qui avaient évité les banques pendant des décennies ouvraient désormais des comptes en toute confiance. Les propriétaires de petites entreprises demandaient des prêts sans crainte de jugement. L'institution avait évolué d'un symbole d'exclusion à un catalyseur d'autonomisation économique. L'enquête de 43 minutes du Dr Richardson avait créé un changement permanent affectant des milliers de vies dans de multiples communautés, preuve que la discrimination systématique pouvait être vaincue par la documentation, le courage et un engagement inébranlable envers la justice. 2 ans plus tard, le nom du docteur Amelia Richardson était devenu synonyme de révolution tranquille. La Réserve fédérale l'a promue au poste de directrice de la conformité bancaire nationale, supervisant les enquêtes sur la discrimination dans les 50 États. Sa méthodologie, les audits inopinés documentés à l'aide d'équipements d'enregistrement fédéraux, était devenue un protocole standard pour l'application des droits civiques. L'humiliation de 43 minutes de Gerald Whitman avait déclenché la réforme bancaire la plus complète depuis le Civil Rights Act. Le protocole Richardson exigeait désormais une surveillance des préjugés en temps réel dans 2847 institutions financières à l'échelle nationale. Forbes a présenté le Dr Richardson sur sa couverture des femmes les plus puissantes. Mais l'image qui résonnait le plus était toujours la diffusion en direct de Zoe Chen, une femme noire en sweat à capuche démantelant calmement le racisme institutionnel avec des accréditations fédérales et une dignité inébranlable. Maria González gérait désormais cette agence, sa trajectoire de promotion accélérée par des résultats prouvés en matière de banque inclusive. Le Fonds de développement communautaire qu'elle avait administré avait créé 412 entreprises appartenant à des minorités, générant 23 millions de dollars d'activité économique locale. Ce sont les histoires réelles qui comptent, des histoires noires de pouvoir discret surmontant le préjugé bruyant. Des histoires touchantes qui prouvent que le courage individuel peut vaincre l'oppression systématique.
La vidéo virale continuait de produire ses effets, laissant derrière elle une onde de choc durable. Lors des audiences sur la réglementation bancaire, le témoignage présenté au Congrès fit explicitement référence à l'enquête du Dr Richardson. Dans les facultés de droit, l'incident fut étudié comme un cas emblématique de l'application des droits civiques, tandis que dans les programmes de MBA, on analysait en détail les bénéfices financiers qu'engendrent des pratiques de prêt inclusives. Pourtant, l'héritage le plus puissant ne se trouvait pas dans les salles d'audience ni dans les amphithéâtres universitaires, mais au cœur même des communautés transformées. Des familles autrefois privées injustement de prêts hypothécaires obtinrent une réévaluation prioritaire de leur dossier. Des propriétaires de petites entreprises reçurent enfin les capitaux de démarrage qui leur avaient été systématiquement refusés. Et là où la discrimination avait dressé des barrières artificielles, de nouvelles opportunités économiques commencèrent à affluer. À 76 ans, Madame Patterson siégeait désormais au Conseil consultatif communautaire de la Réserve fédérale, veillant à ce que les voix et les perspectives des clients influencent les décisions bancaires jusque dans leur plus haute sphère. Sa voix résonnait avec l'autorité de celle qui avait vu l'injustice en face, l'avait affrontée et vaincue. Le docteur Richardson nous a montré que la documentation peut vaincre la discrimination, déclara-t-elle devant le Congrès. Lorsque les bonnes personnes enregistrent les mauvais comportements, le changement systémique devient inévitable. Les répercussions dépassèrent largement le secteur bancaire. L'approche du docteur Richardson, une documentation méthodique, un recours à l'autorité fédérale et une exigence constante de responsabilité publique fut reprise par des enquêteurs des droits civiques dans les domaines du logement, de l'emploi et de l'éducation. Ces histoires de vie nous rappellent que des moments ordinaires peuvent être le déclencheur de changements extraordinaires. Le refus d'une seule femme d'accepter l'humiliation avait contribué à remodeler la relation entière d'une industrie avec l'équité raciale. Aujourd'hui, les plaintes pour discrimination dans le secteur bancaire ont chuté de 67% à l'échelle nationale, tandis que les prêts accordés aux entreprises appartenant à des minorités ont bondi de 89%. L'élan d'autonomisation économique que le docteur Richardson avait documenté dans ce hall de marbre s'est propagé à des milliers de communautés. Ces récits poignants prouvent que la justice n'est pas une idée abstraite, elle est concrète, immédiate et réalisable lorsque le courage s'unit à la preuve. Avez-vous été témoin de discrimination dans une banque, un commerce ou un espace public? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Conservez des preuves, lorsque cela peut se faire en toute sécurité. Votre voix a de la valeur. Votre documentation pourrait devenir le déclencheur de la justice pour quelqu'un d'autre. Les histoires de courage réel inspirent d'autres à agir. Les voix noires portent la vérité face au pouvoir par la preuve, la persévérance et une dignité inébranlable. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de pouvoir discret qui surmontent les préjugés institutionnels. Aimez cette vidéo si vous croyez que le courage individuel peut être un moteur de changement systémique. Partagez-la avec ceux qui ont besoin de savoir que leur voix compte. Votre histoire pourrait être la prochaine. Votre courage peut changer des vies.